À tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la filière sel alimentaire, donc pour les entreprises des Pays de la Loire et à ses débouchés. Donc on fera le zoom sur 4 pays grâce à l'intervention de nos envoyés spéciaux. Donc ce sera dans l'ordre le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc moi je suis Caroline Moutel, je travaille au Conseil régional des Pays de la Loire à la direction des affaires internationales et je suis accompagnée pour ce webinaire de mes collègues, mais aussi de Yannick Mille, le directeur de Food Loire, à qui je vais donner la parole, et de Roch Leroyer de la team France Export. Voilà, pour chacun de ces pays, nous allons voir l'état des lieux, la réglementation en vigueur et les tendances marché. Voilà, pour vous aider, vous accompagner si vous avez des projets d'export. Voilà, donc Yannick, je te laisse la parole pour dire quelques mots. Merci, bonjour. Donc Yannick Mille, Food Loire. Enfin, je pense que quasiment tout le monde me connaît, Food Loire. Donc voilà, suite à des remontées terrain, des rencontres terrain diverses et variées sur différents salons, événements et notamment aussi au cours de l'accélérateur mis en place sur les filières agroalimentaires là récemment par le Conseil régional. On a voulu faire un petit focus sur la filière sel, effectivement, parce qu'elle est quand même, vous le verrez, assez développée en région. Et donc, voilà, nous, à la demande du conseil régional, j'ai transmis mon invitation à des groupements, tous les acteurs qu'on pouvait avoir sur le territoire. Donc, il y a donc Aprocella qui est là aujourd'hui. Je suis passé aussi la coopérative de Noirmoutier et aussi par l'association des producteurs de sel de l'Atlantique, qui a dû normalement aussi relayer. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, il y a une belle filière qui est développée en région. On connaît, c'est plutôt sur du marché vente directe, marché intérieur, sauf, on va dire, pour les plus grands et certains qui ont des velléités à aller à l'export. L'idée, c'est de leur dire, voilà, il y a le sel en région. C'est vrai que c'est un marché concurrentiel au niveau mondial, mais il y a de la place, sans doute, pour le sel alimentaire de la région. Et l'idée, c'était voilà, de s'appuyer sur les différents envoyés spéciaux pour nous brosser un panorama des modes de consommation du sel et du potentiel qu'il pourrait y avoir dans leurs zones respectives. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette filière sel alimentaire à l'international. Merci Roch. Yannick. Et comme la team France Export, en mon français c'est une équipe, je laisse la parole à Roch qui va se présenter. Très gentil, merci Caroline, merci Yannick, hein, et merci de l'organisation de ce webinaire qui, je le sais, sera précieux pour nos amis Saunier et Paludier de la région. Donc pour ma part, Roch Leroyer, conseiller international de Team France Export. Sur la partie agri-agro pour les Pays de la Loire, en quelques mots très rapides, parce que je pense l'objectif c'est de rentrer dans le vif du sujet, mais donc la Team France Export, hein, c'est comme disait Caroline, hein, c'est l'équipe qui fédère les régions, les chambres de commerce, BPI France et Business France pour vous aider, vous les entreprises, à vous développer à l'international et à l'export. Donc en s'appuyant surtout sur nos équipes sur la partie structuration dans un premier temps, pour structurer vos feuilles de route et également dans un second temps pour être en mesure de vous accompagner dans le déploiement de vos projets à l'export en s'appuyant sur notre réseau de bureaux Business France qui est basé un peu partout dans le monde, dans à peu près 70 pays en l'occurrence. Et d'ailleurs, je profite de ce webinaire hein, pour saluer mes collègues en bureau qui, je le sais, ont pu contribuer à ce travail en avançant main dans la main avec l'ensemble des envoyés spéciaux, des équipes de la région. Donc merci à eux. Et bien sûr, je reste à disposition hein, pour toutes les questions. Et puis voilà, je vais laisser donc les équipes de la direction internationale de la région rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments très importants pour vous et très intéressants qui sont mis à disposition. Merci Roch, merci Yannick. Merci. Donc je vais partager avec vous un diaporama. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais le mettre en... Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais.
Donc moi, je fais une rapide introduction, hein, pour vous parler des chiffres dans le monde, à la fois donc, sur, la production, donc c'est cette première diapositive. On verra la consommation après, hein. Donc on a 3 pays qui se partagent un peu, le top du classement, donc la Chine, l'Inde et l'USA. Nous, la France, on est tout petit, on fait à peine 2 de production on représente seulement 2 de la production de sel, dans le monde. Vous aurez bien entendu le diaporama, hein, donc je ne vais pas m'éterniser sur tous les chiffres, mais c'était pour replacer un petit peu dans le contexte, international. Donc, s'agissant de la consommation maintenant, donc vous voyez, sur la carte les zones les plus foncées, hein, c'est la Chine, et l'Asie qui arrivent en 1er lieu. Et puis, on a ensuite l'Europe, les Amériques dans le sens large et l'Afrique qui est de loin, le continent le moins consommateur, de sel. Un zoom sur, l'Europe. Les chiffres sont également très, différents selon les pays, hein, puisque, 14,3 grammes par jour pour la Hongrie, alors qu'on est en Estonie qu'à 5,7. Je dirais que la France se situe à peu près, dans la moyenne. Ça donne aussi, peut-être des indications pour les présentations, la présentation que va nous faire tout à l'heure Michael sur, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Un zoom sur l'Asie avec, une prépondérance de la Chine, très marquée, 17,7 grammes. Nouvelle-Zélande, si je prends les 2 bouts du classement, la Nouvelle-Zélande avec seulement 8 grammes par jour et par habitant. Et on en parlera tout à l'heure avec, Sarah, donc le Japon, qui est à 10,2 grammes. Les Amériques au sens large, donc, un classement aussi où la Colombie arrive en tête, la République dominicaine, en dernier. On a, les États-Unis avec 8,9 grammes par jour et par habitant. Et enfin l'Afrique, donc, il n'en sera pas question aujourd'hui, bien que nous ayons une envoyée spéciale aussi à Abidjan qui couvre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Mais on avait souhaité, se concentrer plutôt sur, les 4 pays dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, je laisse la parole à Sarah. Donc Sarah, tu vas te présenter et présenter ensuite le marché japonais et tout ça dans une petite dizaine de minutes. Je te remercie Caroline, je vais relever le défi. Donc Sarah Ormessi, envoyée spéciale de la région en Asie, basée à Tokyo. Je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Je vous présente donc une étude du marché japonais qui a été réalisée en fin d'année dernière. Et en fait, pour comprendre la consommation aujourd'hui au Japon, ce qui est très important, c'est de comprendre l'histoire de la production du sel au Japon. Il faut savoir que le Japon, il a une culture et une production du sel qui est assez unique au monde, puisque il produit du sel depuis l'Antiquité sur un territoire qui n'y est en fait pas du tout propice, puisque c'est un climat très humide, il y a très peu de terres disponibles, donc la production de sel solaire, comme on peut l'avoir en France et en Europe, est en fait tout simplement impossible. Donc ça fait depuis le Moyen Âge maintenant que le Japon s'est développé une culture propre et différentes techniques de production. Je te laisse passer à la suite. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Tout simplement parce que elle est liée au comportement qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc 3 points intéressants. Premièrement, le Japon, comme j'ai expliqué, il est très peu propice à la production de sel. Il s'est donc développé une culture unique qui fait qu'aujourd'hui encore, les consommateurs japonais, en fait, ils sont très très avertis des différents modes de production de sel disponibles et possibles. C'est des consommateurs très aguerris et très intéressés. Et deuxième point important, c'est que en règle générale, mais ça s'applique aussi au sel, les Japonais, en fait, ils sont très respectueux de tous les métiers de l'artisanat. Donc mettre en avant une production artisanale, une production traditionnelle, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. Deuxième élément historique, il faut savoir que le Japon a eu du mal pendant une certaine période à se procurer du sel, et donc il y a eu quasiment 70 ans pendant lequel le sel était devenu monopole d'État. C'est une période pendant laquelle seul le sel fin était disponible. Et c'est aussi une période où le Japon a découvert une nouvelle méthode de production, qui est certes bien moins artisanale et très industrielle, mais qui avait l'avantage d'être bien plus productive
et aussi l'avantage d'éliminer tout risque d'impureté dans le produit final. Et c'est depuis cette période en fait que, au Japon, on associe le sel avec la santé. Tout simplement parce que depuis lors et aujourd'hui encore, le ministère de la Santé, il met vraiment en avant l'importance du sel pour être en bonne santé. Donc, au Japon, on consomme régulièrement des boissons enrichies en sel et en sels minéraux. J'en ai d'ailleurs une sur mon bureau aujourd'hui. On sait, dans nos kits de survie, pour les tremblements de terre, on nous explique comment faire nos boissons enrichies en sel. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Le sel, contrairement à la France où ça va être plutôt vu négativement d'un aspect santé, au Japon, c'est tout à fait l'inverse. Donc deuxième point ici. Troisième point, c'est qu'en 1977, le marché est enfin libéralisé, donc la fin du monopole. Et ça fait donc seulement 50 ans à peu près que les sels étrangers sont arrivés sur le marché japonais. Ça fait donc seulement 50 ans, et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, les Japonais sont en recherche de produits différenciants et innovants. Je passe rapidement là-dessus. Je voulais expliquer, le Japon a du mal à produire ses besoins en sel. Il produit seulement 1/10. Et c'est donc le 3e importateur mondial après les États-Unis et la Chine. Pour ce qui est réglementaire, ici aussi, ça va être assez rapide, tout simplement parce que depuis 2019, vous le savez peut-être, le Japon a noué des accords de libre-échange avec l'Union européenne qui font en fait qu'il n'y a aucun droit de douane sur le sel aujourd'hui. En plus de cela, le Japon a reconnu et protège 200 IGP européennes, dont font partie les appellations sel de Guérande et fleur de sel de Guérande. Pour accéder au marché, il y a donc seulement 2 points auxquels se conformer. Premièrement, avoir un produit propre à la consommation, tout simplement d'un point de vue sanitaire. Et deuxièmement, disposer d'une licence spécifique d'importation qui requiert un enregistrement auprès des douanes. Il faut savoir que sur le grand export et pour de petites structures, en général, on recommande de passer par des importateurs, des distributeurs. C'est bien plus facile, et dans ce cas-là, ce sera ce partenaire local qui gérera toutes les réglementations et tous les aspects douaniers. Pour ce qui est des tendances, ici donc c'est assez intéressant, je te laisse passer sur la suite. J'ai pu faire le tour des différents sels français présents au Japon. Vous vous reconnaîtrez peut-être là-dedans d'ailleurs. Ce que ça nous apprend dans un premier temps, c'est l'aspect distribution. On est sur des produits qui sont plutôt haut de gamme. La France, ça reste associé à des produits haut de gamme. Donc on est sur un réseau de distribution en épicerie fine, en magasins d'importation, magasins spécialisés et e-commerce. Deuxième point intéressant, ça va être ce qui touche au packaging. Je vais m'attarder sur 2 aspects en particulier. Premièrement, le format. Au Japon, les produits sont généralement plus petits, et ça se vérifie aussi pour le sel, puisque les formats vont de 40 grammes à 1 kg, sachant que l'immense majorité reste entre 40 et 250 grammes. Pourquoi des formats plus petits? Premièrement, je le disais, les produits français, c'est généralement des produits haut de gamme. Et deuxièmement, tout simplement parce que les modes de consommation ne sont pas les mêmes, et qu'avoir des formats plus petits, ça permet d'attirer de nouveaux consommateurs, pour ensuite les fidéliser par la suite. Deuxième aspect sur le packaging, ce qui est important de noter, c'est qu'au Japon, le contenant est aussi important que le contenu. Donc il faut vraiment avoir un packaging impeccable. Et c'est pourquoi vous verrez que certains produits en carton ont dû être réemballés par la suite. Voilà pour cette slide. Pour ce qui est de la communication maintenant, on va retrouver 3 éléments essentiels. Premièrement, ça va être cet aspect santé que j'évoquais un peu plus tôt. Vous le voyez, le sel, il est mis en scène dans une cuisine qui est bonne pour la santé, qui est plutôt saine. On retrouve aussi l'aspect bon pour toute la famille, avec l'image en bas à gauche et le slogan «Le sel, force de la nature». Et vous avez aussi en bas à droite un tableau des différents minéraux présents dans le sel. Deuxième élément important sur la communication, ça va être le storytelling. Storytelling sur 3 points. Premièrement, l'artisanat, j'en ai déjà parlé. Deuxièmement, la France. La France au Japon, c'est quelque chose qui fait vendre, qui fait rêver, il ne faut pas hésiter à en parler. Et troisièmement, toute cette culture propre à la France de la production du sel, l'image du paludier, c'est quelque chose qui parle au Japon. Il y a beaucoup de documentaires sur le sujet, donc il ne faut pas hésiter à jouer là-dessus aussi. Dernier point un petit peu plus original, ça va être le graphique vert que vous avez sur la droite, qui décrit en fait très précisément le goût du sel. Vous avez les 5 goûts: amer, acide, sucré, salé et umami. Et au Japon, le goût le plus important, ça va être le goût umami. L'umami, on le retrouve par exemple dans le parmesan et dans le glutamate. Le glutamate, c'est quelque chose qui est utilisé en très grande quantité dans les cuisines asiatiques et qui est donc très important ici. Alors, la tendance marché sur laquelle je voulais vous avertir, c'est la tendance des sels gourmets. Il faut savoir que dans le monde, le marché avec la plus grande croissance, c'est l'Asie Pacifique sur ce secteur.
Et pourquoi je vous oriente là-dessus? Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est un positionnement plutôt haut de gamme. On va être sur des packagings encore plus petits, entre 25 et 100 grammes, qui sont qualitatifs, souvent en verre, en métal, voire en céramique, et qui sont assez innovants. On retrouve évidemment le sel à la truffe, mais vous avez du sel au citron, du sel au vin rouge, du sel fumé, etc. Deuxième point très important là-dessus, excuse-moi, ça va être tout ce qui est culture du cadeau et coffret cadeau. Au Japon, c'est super important. Quand on part en vacances quelque part, il y a le budget vacances, il y a le budget souvenirs de vacances. Les souvenirs, c'est pour la famille, pour les amis et aussi pour les collègues de travail. Donc c'est un sacré budget et un sacré marché à prendre. Donc pensez à ce coffret cadeau, c'est très important pour intégrer le marché japonais. Et donc en résumé, très rapidement, les conseils, ce serait d'adopter un positionnement plutôt haut de gamme, de prêter une attention toute particulière à son storytelling, d'adapter son packaging en termes de format et de propreté, et de passer par un importateur. Voilà pour le Japon. Merci beaucoup, Sarah. Je laisse un petit peu de temps aux questions ou vous souhaitez ou comme vous voulez. En revanche, Sophie, tu me dis s'il y a des questions dans le chat parce que je ne le vois pas avec mon écran. Pas de questions sur le Japon. Donc, je vous propose de Si, j'ai une passer petite, Si, Je crois que si, c'est il y a bon. une question, il y a une question, pardon, Karine. allez-y. Alors, c'est sur les règles d'étiquetage au Japon. Est-ce qu'au niveau des EAN, est-ce qu'ils ont la même nomenclature que nous? Et après, est-ce qu'il y a des informations à faire apparaître que nous, on n'est pas tenu de faire en Europe ou en France? Alors, il n'y a rien d'honnêtement très compliqué. Ça va juste être un contre-étiquetage en japonais qui est en règle générale géré par votre importateur. En fait, les 3/4 des produits disponibles sur le marché n'ont absolument pas adapté leur packaging au Japon. C'est juste D'accord, un contre-étiquetage à l'arrière. très bien. Merci. Donc, je vous propose de Je crois qu'il y passer avait au une deuxième question. pardon, dites-moi, hein, parce que je ne vois pas. Oui, excusez-moi, je suis dans le train, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, si. Une question très aromatisée. Est-ce qu'il y a une sorte de demande pour les sels aromatisés ou mélangés avec des algues, de gomasio, ce genre de choses intéressant pour venant de produits français? Alors, je suis pas sûre d'avoir tout entendu, mais il me semble que ça concerne les goûts et les goûts un petit peu innovants, et cetera, les produits aux algues. Il faut savoir Oui, que, ce type de produit au Japon, c'est très, très commercialisé, surtout les produits aux algues. On trouve quelque chose qui est assez similaire, ça va être des produits, en fait, à saupoudrer sur le riz, pour aromatiser le riz blanc, qui sont en général des produits très salés avec beaucoup d'algues. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver ici. oui, pardon. Et il y aura un intérêt à avoir des produits français avec, avec ce mélange? Alors, les produits français, comme je le disais, ça va plutôt être sur une image plutôt haut de gamme, donc peut-être pas sur ce format-là. Mais si vous arrivez à mettre en avant donc le caractère traditionnel de votre production, le caractère français, ce que vous utilisez par exemple si vous ajoutez des algues ou des goûts spécifiques que ça vienne de France, c'est quelque chose de très intéressant puisqu'en fait, il y aura pas d'équivalent sur le marché à l'heure actuelle. Donc quand je parlais des coffrets, quand je parlais de l'innovation et de la recherche de produits innovants, on est totalement là-dedans. Ouais. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Japon? Non? Donc je vous propose de passer à la présentation de ma collègue Laure Michaud, qui va se présenter et ensuite nous présenter le marché américain. Bonjour à tous. Donc je suis Laure Michaud, chef de projet international, pour la région des Pays de la Loire. Donc moi je suis, basée à Nantes, mais malgré tout de Nantes, j'ai fait en sorte d'avoir, quelques informations à vous partager sur, le marché américain. Comme, l'a dit Caroline, le marché américain donc, c'est, c'est l'un des pays qui produit le plus, de sel au monde derrière, la Chine et l'Inde. Il faut savoir qu'en fonction des années, l'Inde passe en dessous les États-Unis et inversement. Et du coup, deuxième pays importateur. Donc là, je vous ai alors encore une fois, comme disait Caroline, vous allez avoir accès, hein, à ce document, où il y a beaucoup d'informations et de graphismes, donc je vais enfin de graphiques, donc je vais pas
méthanisé sur tous. Là, ça vous permet de voir en fait le type de production, parce que les États-Unis, c'est un pays qui est très grand, avec du coup énormément de différents types de production de sel. Donc, pour ce qui est évaporation solaire, on est quand même sur 6%. Alors, c'est pas beaucoup, mais on va dire en termes de quantité, ça reste énorme au vu de la taille du marché. C'est bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît, Caroline. Donc là, je vous ai mis en fait pour votre information les États qui, eux, produisent le plus de sel, vraiment en termes de quantité, pour vous aider aussi à voir, en fait, parce que ces pays, ces zones-là représentent aussi les zones où il y a le plus de consommation de sel. Diaporama suivante, qui est plus intéressante puisque là, ça vous permet de voir aussi la production en fonction la zone en fonction du type de production. Et en fait, il faut savoir que sur le sel un peu plus traditionnel par évaporation, il est très présent dans l'ouest des États-Unis. Ça s'explique par la présence en fait historique des Amérindiens qui, eux, produisaient déjà le sel par évaporation et c'est quelque chose qui s'est vraiment gardé dans cette culture ouest américaine. Il y en a aussi présent en Oregon. Alors, il y en a un peu moins, donc c'est pour ça que c'est pas présent sur la carte. Mais quand vous remontez de l'Oregon jusqu'à l'État de Washington sur la côte ouest, vous allez retrouver de la production à partir d'évaporation solaire. Diaporama suivante. Donc là, sur la consommation du sel aux États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est un grand pays, comme l'a dit Caroline aussi, c'est un pays qui consomme plus de sel qu'en France. Enfin, les personnes consomment plus de sel. On est à 8,9 contre 7,6 en France. Donc, ça veut dire qu'en fait, malgré le fait qu'ils produisent beaucoup, ils ne produisent pas assez. Donc, ils importent énormément et majoritairement quand même d'Amérique, et là dans son ensemble, avec le Chili en première position et le Canada en deuxième position. On retrouve des pays européens, mais vraiment sur des pourcentages beaucoup plus petits. Et la France, malheureusement, n'en fait pas partie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la France, puisque le besoin, il reste là, il est toujours présent. Donc n'hésitez pas à exporter aux États-Unis si vous ne le faites pas encore, puisqu'il y a largement la place. Diaporama suivante. Donc là, c'est ce que je vous disais en termes de consommation de sel. Vous pouvez voir que du coup, là où il y a le plus de production, c'est aussi là où il y a le plus de consommation. Donc c'est vraiment pour votre information. Diaporama suivante, s'il te plaît. Et là, je me suis permise de remettre aussi les postes de consommation en fait, de sel qui évoluent énormément. Notamment en fait, sur tout ce qui est dégivrage, qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais c'est vrai que le changement climatique touche énormément les États-Unis sur ces sujets-là. Donc en fait, on va se retrouver aussi avec du sel qui était peut-être plus du sel parfois alimentaire qui va se retrouver vraiment pour le dégivrage des routes puisque c'est un vrai besoin qu'ils ont. Diaporama suivante, s'il te plaît, Caroline. Donc, sur le sel alimentaire, je vais commencer rapidement par la réglementation. Enfin, les réglementations, je pense que vous les connaissez déjà, puisqu'elles sont en place depuis un petit moment. Il faut passer par la FDA, hein, la Food and Drug Administration. Ça, c'est depuis 2003. Toute entreprise qui exporte vers les États-Unis doit s'inscrire et s'enregistrer auprès de la FDA, même si elle est américaine. Il faut savoir que ça s'applique vraiment à tout le monde. Et la particularité, c'est que pour que les entreprises étrangères qui veulent exporter aux États-Unis, il faut aussi impérativement qu'elles aient un représentant local. Donc le représentant local, ça peut être un agent, mais ça peut aussi être une autre personne, une tierce personne, donc soit un représentant, ça peut être un avocat sur place, un cabinet d'avocats, ou un importateur. Et c'est pour ça que je rejoins aussi ma collègue au Japon pour dire que passer par un importateur aux États-Unis, c'est vraiment vous faciliter les démarches qui peuvent paraître un peu compliquées, mais l'importateur, il sait ce qu'il faut faire. Il peut faire les déclarations auprès de la FDA à votre place aux États-Unis et il peut aussi être le représentant de votre marque et de votre produit. Donc ça évite beaucoup de désagréments. Sur la classification aussi, donc il y a énormément de types de sel qui est consommé aux États-Unis. Donc c'est important de savoir aussi comment vous positionnez et les appellations. Donc j'ai fait rapidement juste un petit tableau. Donc vous avez le sel de roche qui est extrêmement populaire aux États-Unis, notamment le sel de l'Himalaya, qui a une cote de popularité assez importante de par sa couleur rose. Et ensuite, vous allez avoir le sea salt, donc le sel de mer,
qui lui est réparti du coup en plusieurs catégories. Le gros sel qu'ils vont appeler grey salts majoritairement. Le sel de table, alors je vous ai mis des exemples français en fait en dessous qu'on peut aussi trouver aux États-Unis. Sel de table un peu plus classique comme la baleine. Et ensuite, vous allez avoir la fleur de sel qui est appelée assez régulièrement French sea salt. Et là, vous avez plusieurs sels qu'on peut retrouver aux États-Unis assez facilement et je vous ai mis les noms en dessous. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais encore une fois, vous allez pouvoir regarder. Je vous ai mis malgré tout quelques concurrents locaux à la fleur de sel, des concurrents directs qui peuvent aussi vous montrer comment eux, ils se positionnent sur ce marché américain, puisqu'en fait, diaporama suivante, s'il te plaît, Caroline. Encore. Voilà, parce qu'en fait, les tendances aux États-Unis, elles sont très importantes. C'est vraiment ça qu'il va falloir prendre en compte. Il y a plusieurs grandes tendances. Alors déjà, c'est que la consommation de sel augmente, ça c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, il y a cette consommation de sel un peu particulière pour tout ce qui est dégivré, les routes face à un changement climatique qui est assez violent. Une augmentation de la consommation de sel dans les produits alimentaires et transformés. Mais il y a aussi une popularité en fait qui est arrivée 2023, qui se confirme en 2024, qui est ce sel de pureté à 99%, qui est très demandé par les consommateurs de plus en plus, avec cette tendance de mettre un produit pur et du coup, on va dire par extension aux États-Unis un peu plus noble sur la table. Diaporama suivante, s'il te plaît. Et donc, c'est ce que je vous disais, les effets de mode. Ils sont très importants. De la même manière que le sel de l'Himalaya fonctionne parce qu'il est rose, là, les sels purs fonctionnent parce qu'ils sont purs et ils sont pas forcément, enfin, n'est pas forcément mis en avant l'avantage que peut avoir d'autres sels sur la santé. Contrairement un peu au Japon où ça c'est quelque chose qui est mis en avant. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins mis en avant. En tout cas, l'État fédéral met bien plutôt l'accent sur le fait qu'il faut réduire sa consommation en sel. Et malgré tout, c'est très paradoxal parce que ça, c'est ce que dit l'État fédéral, mais malgré tout, sur les exemples que je vous ai montrés avant, enfin que vous allez pouvoir voir, ils essayent en fait de mettre en avant les bienfaits du sel sur la santé. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est paradoxal, mais c'est quelque chose qui est faisable aussi. Par contre, sur tout ce qui est environnement, travail un peu plus traditionnel, les Américains ne sont pas encore très sensibles à ces sujets-là, malgré un changement climatique qui est présent. Ce n'est pas quelque chose qui les touche forcément. Du coup, voilà, conseils. Merci Caroline, parfait. Donc, les conseils vraiment sur le marché américain. L'idéal, c'est aussi de se mettre sur un produit premium parce que en fait, vous pouvez vraiment vous positionner par contre sur l'image de la France qui a cette image d'excellence donc qui fonctionne sur tous les produits, le sel y compris. Mais dans ces cas-là, encore une fois, très attention au packaging et au storytelling qui va avec, puisque c'est vraiment ça qui va faire vendre et qui va vous permettre de rendre votre produit un peu tendance. Et du coup, pour aller là-dessus, pour aller sur les produits tendance, il faut aussi pas négliger la communication et les efforts marketing qu'il va peut-être falloir faire pour sortir un petit peu du lot. Et le deuxième gros conseil, ça va être passer par un importateur. Ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour faciliter les démarches qui peuvent être un peu contraignantes sur le marché américain. Voilà, j'ai essayé de faire court. Encore une fois, vous allez avoir accès à ce PowerPoint où vous allez avoir le temps de lire et de vous renseigner un peu plus si besoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Laure. Est-ce qu'il y a des questions sur le marché nord-américain? Oui, Je pense- Je vois une main levée. Oui, bah, c'est pas une question, c'est plus une remarque. C'est-à-dire que le terme French sea salt, on l'entend assez peu. Par contre, c'est le terme Celtic sea salt qui ressort quand même très souvent dans les demandes qu'on reçoit. Et ça a même tendance un peu à flouter en fait l'IGP, quoi, et le côté Guérande, quoi. C'est-à-dire que nous, on vend du sel de Guérande, donc et on est confronté un peu à cette demande. Et puis il y a de la demande, je pense, de vrac. Et après, c'est beaucoup reconditionné. Donc je voulais savoir si vous
vous aviez un peu des retours là sur la perception voilà, de l'IGP et la défense de l'IGP en fait aussi sur le territoire américain. En fait, le Celtic Sea Salt, il va être beaucoup reconnu de par le fait qu'il y a aussi du sel irlandais. Enfin, il est très présent aussi. Enfin, on a toute cette partie du sel qui est très présent aux États-Unis. C'est ce que je vous dis en termes d'importation. La France est assez peu présente. Mais quand on se concentre sur les sels un peu d'excellence, le French Sea Salt, là, par contre, vous allez le trouver assez facilement. Et il va se décliner sur le sel de Guérande, le sel de Noirmoutier. Mais il n'y a pas forcément de, de de mise en avant spécifique des IGP. En fait, c'est pas ça qui va faire vendre, c'est plus le côté français. Ça va répondre à votre question. Merci Laure. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres questions? Sachant qu'on pourra aussi dédier un temps à cela à la fin de la présentation. Alors, en l'absence de réponse, je vous propose de passer, au marché britannique et c'est mon Caroline, collègue, pardon. Oui? Et excuse-moi, pour compléter, si je puis me permettre, et c'est Oui. pour aller dans le sens notamment justement des paludiers sauniers qui souhaiteraient aller aux États-Unis et qui ne sont pas encore enregistrés FDA. Laure l'a souligné, c'est un point qui est très important. Euh, Au tout début, si vous avez des sollicitations, si vous faites des salons, n'hésitez pas à vous appuyer sur alors soit sur la correspondante de la région Pays de la Loire qui est aux États-Unis, soit également sur les équipes de Business France. Je sais, et ça a déjà été fait avec certains d'entre vous, vous accompagner justement sur l'enregistrement, avoir ce numéro FDA, parce qu'on a des partenaires qui peuvent vous permettre de l'avoir, et voilà, c'est crucial, et même pour des salons où l'envoi d'échantillons, c'est quelque chose qui sera demandé, ce fameux numéro FDA. Voilà. Merci en tout cas. C'est un préalable incontournable. Oui, merci Roch. Nous avons également une envoyée spéciale, hein, qui est à Chicago pour la zone Amérique du Nord, mais décalage horaire oblige, elle n'a pas pu être présente avec nous ce matin. Merci Laure. Je vous propose de passer au marché britannique. Je vais donner la parole à mon collègue Michael Yates. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, Michael Yates, envoyé spécial pour l'Europe du Nord, basé à Londres. Je couvre principalement la Scandinavie, le UK et l'Irlande. J'ai un background très industrie, hein. J'étais chef de pôle industrie pendant longtemps à Business France, donc j'avoue que j'avais vraiment zéro expérience dans le sel, mais c'était très intéressant faisant des recherches pour ça. Et comme disait Roch tout à l'heure, je me suis appuyé sur les bureaux Business France au Royaume-Uni et en Allemagne pour quelques infos. Donc, alors, prochain slide. Alors, au début, donc, au Royaume-Uni, il y a pas mal de salles, de sel, pardon, qui vient principalement des gisements souterrains. Le sel de table typique, voilà, vient de là. Comme vous pouvez comprendre sans doute, connaissant la réputation du Royaume-Uni, c'est principalement pour des raisons de température moyenne qu'on n'a pas les mêmes capacités en France de pouvoir faire du sel solaire, etc. C'est quand même un petit producteur, mais relativement autosuffisant de sel de table. Mais ils importent quand même des produits pour les routes, mais aussi, on verra plus tard, ce qu'on appelle gourmet salt. Prochain slide. Voilà, comme je disais, ils importent quand même pas mal. Attends, voilà. Les sources les plus courantes, c'est voilà, la France, la Bretagne et Guérande, donc vous. Italie, Trapani en Sicile, Espagne, le Portugal et vraiment, je dirais, la majorité, c'est Himalaya. Euh, il existe quelques producteurs ici au Royaume-Uni et on commence à le voir de plus en plus, même si ça reste très petit, principalement basé en Cornouailles, donc pas trop loin de la France et l'Irlande, comme l'a cité Laure tout à l'heure. Voilà.
Les IGP et les AOP sont vraiment pas connus au Royaume-Uni, donc ça, il faut l'avoir en tête. Celle de Guérande, peu connue, sauf dans la communauté française. Il y a une très grande communauté française au Royaume-Uni, notamment à Londres. Et aussi, on a beaucoup de grands chefs français qui sont très, très connus au Royaume-Uni. Comme les autres pays, comme les États-Unis, moins que le Japon, il y a quand même cette inquiétude santé qu'on a avec le gouvernement qui met beaucoup de pression et des lois pour réduire la consommation du sel. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Mais je pense que quand même, un peu comme le Japon, les sels que vous faites sont quand même mieux vus que les sels typiques qu'on trouve au Royaume-Uni. Et évidemment, la recherche de produits originaux est différente. Alors, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, comme partout dans le monde, pendant le Covid, on s'est retrouvé à aller beaucoup moins au resto pour des raisons évidentes et faire beaucoup plus de cuisine à la maison. Et j'ai trouvé ces chiffres de Tesco qui montraient justement la énorme augmentation de consommation de sel gourmet, comme on appelle ici. Donc, le sel fumé, 250%, cristaux de sel de mer, 2600%. Sel rose de Himalaya, 2000%, et sel gemme, 2000%. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment un marché en pleine croissance. Bon, évidemment, ça s'est calmé depuis que les gens retournent au restaurant, mais ça montre que je dirais que c'était potentiellement une bonne chose, le Covid, parce que, en tout cas pour vos produits, parce que ça a permis les gens de découvrir d'autres solutions. Voilà. Réglementation. D'un côté, c'est moins compliqué que les États-Unis et le Japon parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, mais ce ne l'est plus. Mais ils ont quand même, donc il y a deux choses, ils ont négocié cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a zéro tarif. La réglementation depuis le Brexit se fait au Royaume-Uni, mais ils ont quand même hérédité, c'est ça qu'on dit, les lois européennes pour l'instant, mais ça peut changer. Mais pour l'instant, c'est assez simple. Il y a des exigences en matière d'acquittage, mais voilà, et des normes de qualité, mais qui sont comme en France. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est sur le prochain slide. C'est sur la partie, la documentation douanière, en fait. Même s'il y a zéro tarif, il y a quand même du bureaucratie, quelque chose que les Brexiteurs ont bien mis comme une des raisons de quitter l'Union européenne. Maintenant, ils se retrouvent avec beaucoup plus de bureaucratie d'avant. Donc, il y a quand même des choses à faire, comme les autres pays, États-Unis et Japon. Mais un peu comme eux, ils vous ont conseillé, la meilleure façon, c'est de passer par un importateur qui a l'habitude. Voilà. Prochain slide. Alors, les tendances, j'ai vraiment repris le modèle de Sarah, là, avec le distribution et le packaging. La distribution, donc, ça va être pareil en Allemagne. Hein, épicerie fine, magasin d'importation, magasin spécialisé, commerce, supermarché. Il y a beaucoup d'achats en ligne. Donc, ça, éventuellement, c'est quelque chose que vos importateurs pour être des premières cibles, j'ai envie de dire, c'est des spécialistes qui vendent ces produits en ligne. E-commerce, c'est très très courant au Royaume-Uni. Packaging, évidemment, en anglais. Emballage durable et refermable, c'est important. Bon, la taille. Et voilà, le reste, j'ai envie de dire que c'est assez logique. Communication, c'est quelque chose que le bureau de Business France et l'Allemagne, et tout le monde, j'ai envie de dire, dit que c'est vraiment important de mettre en place des supports marketing et de communication en même temps de la démarche commerciale. Et là, ils peuvent vous aider. Et c'est vraiment, parfois, on n'y pense pas, surtout si on n'a pas l'habitude, mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'avoir les supports qu'il faut dans la langue locale avant d'attaquer le marché.
Donc, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de prendre le temps de le faire avant de l'attaquer. Voilà, l'accent sur la qualité et l'authenticité. Un peu comme les autres pays, encore une fois, on a de la chance en France, on a une très bonne réputation, il faut le mettre en avant. Donc ça, encore une fois, c'est pas unique à ce pays, mais c'est quand même une très bonne chose. Il y a quand même, attends, une dernière chose, je voulais juste mettre le nombre de restaurants étoilés, 188. On dit plein de mauvaises choses sur la gastronomie au UK. Bon, j'avoue que les plupart de ces restaurants, c'est sans doute des restaurants français, mais quand même, on peut manger bien au Royaume-Uni. Voilà. Prochain slide. Alors, les conseils, positionnement sur le marché, mâché, j'ai mis, pas marché, j'ai mis mâché. Euh, voilà, comme je viens de dire, l'héritage, réputation de la France, l'importance du storytelling, pareil, le packaging, mettre en avant vos avantages concurrentiels très clairement. Donc, pour ces histoires pour les sujets de santé, s'il y a des arguments que vous pouvez mettre en avant sur les inquiétudes, on va dire, santé, c'est quand même quelque chose que vous pouvez mettre sur le packaging hein, ou dans les supports qui pourraient vous aider. Associer une démarche commerciale à une démarche marketing, ça j'ai dit, et finalement les salons. Donc voilà, et là c'est plutôt Business France ou même Foodlore hein, qui aide là-dessus. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le UK. Ah oui, j'ai mis les contacts avec quelques sites internet là. Donc ça, c'est les équipes à Londres qui m'ont aidé à avoir quelques éléments. Alors l'Allemagne, c'est pas très différent, sauf quelques éléments. La première chose, c'est quand même c'est une énorme producteur de sel, mais ce que je trouve super intéressant, bon, vous voyez cette montagne. Attends. Cette montagne de sel qu'on trouve en Allemagne, c'est quand même un pays qui produit énormément. Le sel de mer, par contre, n'existe pas, même si ça commence en mer du Nord. Voilà, c'est vraiment pas du tout le même type de produit. Mais on verra sur le slide prochain. Oui, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que l'Allemagne c'est presque 30% des exportations françaises, mais presque 30% des importations françaises vient également de l'Allemagne. Donc c'est vraiment équilibré comme deux pays. L'Autriche, c'est quand même le numéro un. Beaucoup de sel de terre. Et la grande distribution, bah, on trouve presque que du sel fin. Donc d'un côté, c'est pas ce que vous voulez entendre, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que ça montre qu'il y a une opportunité, voilà, à le développer. Et je pense que voilà, ils vont le découvrir en faisant du marketing, en mettant les produits dans leur supermarché, etc. L'inflation, une grosse augmentation de prix, mais bon, ça c'est pareil dans tous les pays européens. Slide prochain, Caroline, s'il te plaît. Positionnement, comme je disais, c'est vraiment pas très connu et on peut voir ça positivement et négativement, mais on le trouve quand même dans quelques supermarchés de qualité et d'épicerie fine. Fleur de sel un peu plus connu, mais ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est qu'il y a une méfiance et on a trouvé quelques articles sur le microplastique dans la fleur de sel, par exemple. Ça, j'avais jamais entendu parler, mais apparemment, c'est quelque chose qui s'en parle en Allemagne. Donc, ça, si, si vous pouvez les rassurer là-dessus, ça serait une bonne chose. Prochain slide. Oui, les opportunités, donc je vais passer vite fait là-dessus, mais cleaner, vente au détail de produits alimentaires, cadeaux et marchés spécialisés. Donc, comme c'est très niche, c'est quand même quelque chose que, surtout des fêtes de Noël, par exemple, ça peut être une opportunité
Voilà. Réglementation super simple, l'Union européenne, c'est le premier sur les 4 pays, malheureusement pour moi, d'être dans l'Union européenne. Donc voilà, allez, prochain slide, c'est facile. Distribution, pareil que le Royaume-Uni, sauf évidemment un étiquetage en allemand et pas en anglais. Emballage durable, etc. C'est pareil, c'est pareil. Communication, beaucoup plus de restaurants étoilés en Allemagne, 326 contre 188. Mais ils sont quand même passionnés par la cuisine. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a une opportunité en Allemagne, mais il faut qu'ils apprennent à connaître vos produits. Voilà. Les conseils, encore une fois, c'est très similaire, sauf avec les arguments de les rassurer sur les microplastiques. Et aussi, le bureau d'Allemagne m'a quand même dit, encore une fois, j'étais un peu surpris, mais ils ont vraiment mis comment dire, l'importance sur d'être exigeant sur la propreté du produit. Donc, il faut vraiment faire l'effort là-dessus. Mais je m'en doute déjà que c'est le cas. Mais le fait qu'ils me le disent, ça veut dire que c'est pas toujours le cas. Et voilà, le reste, c'est vraiment comme le Royaume-Uni. Donc, ouais, je crois que c'est tout. Et ça, c'est Doris qui m'a donné pas mal d'infos sur l'Allemagne, avec quelques sites utiles que Caroline et Yannick vous enverra sans doute les présentations et vous aurez accès à tout ça. Voilà. Merci Michael. Est-ce que vous avez des observations, des questions sur le marché allemand? Et britannique. Et britannique, oui, puisqu'on a enchaîné les deux. Non, pas de questions? Donc, merci à mes 4 collègues, hein. On a pris le soin de mettre toutes nos sources. Donc, je vais maintenant arrêter le partage pour vous revoir. Voilà. Donc, merci à mes collègues. Est-ce qu'une dernière fois, vous avez des questions sur cette analyse filière très pointue? Je remercie encore mes collègues de s'y être collés. Rappelez que aussi on peut vous accompagner à titre individuel, à titre collectif. Il y a aussi la chambre de commerce peut aussi vous proposer des conseils export pour définir votre stratégie. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, quelle que soit la porte d'entrée, vous trouverez très rapidement le bon interlocuteur, hein. On se parle entre nous, donc on a chacun notre rôle et nos missions particulières, mais on est tout à fait complémentaires et habitués à travailler ensemble. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que Yannick, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais merci beaucoup pour tout le travail qui a été fait, parce que c'est quand même très intéressant. C'est une filière, je dis pas qu'elle enfin, prenez pas mal ce que je vais dire, hein. Quand je dis qu'elle passe inaperçue, c'est qu'on sait je vais le dire différemment, c'est qu'on sait pas qu'on a ça en région, pour beaucoup d'acteurs. Et je pense qu'effectivement, alors c'est compliqué, hein, on l'a vu dans les différentes plantations, mais il y a quand même de la place et je pense que, qu'il y a des choses à faire, bon, en individuel, ça c'est pas mon domaine, mais en collectif, si, c'est bien. Par exemple, je sais pas, Céline, si on peut très bien faire une opération pour Aprocella sous l'angle sel de qualité, on peut organiser une mission, pas forcément suite au grand export et tout, mais il y a des choses à imaginer en collectif sous forme de mission, sous forme de rencontre d'acheteurs, sous forme de voilà, l'idée d'apporter éventuellement un nouveau canal de distribution aux paliers qui n'auraient pas pensé et qui pourraient se lancer dans cette voie-là, à condition qu'ils soient capés. Et là, on retombe plus dans le domaine de l'individuel et de savoir effectivement s'ils sont capables d'aller à l'export et s'ils ont la possibilité de tenir la distance pour un marché à l'international. Donc, je sais pas si voilà, je pense que le replay sera à dispo. On verra comment il sera mis, dans quelle configuration il sera mis. Mais voilà, merci beaucoup pour le travail fait et merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire.
Roch, tu veux dire un dernier mot pour la team France Export CCI Pays de la Loire? Oui, déjà, merci beaucoup et bravo pour ce beau travail. Encore une fois, je pense que beaucoup d'informations très précieuses ont été communiquées ce matin et qui pourront donc affiner aussi, hein, les feuilles de route, hein, et les stratégies de chacun d'entre vous. Comme le disait Yannick, hein, Caroline, hein, nous, enfin, on avance en équipe avant tout. Alors, il y a le réseau, bien sûr, comment, de la direction internationale des Pays de la Loire qui travaille donc main dans la main avec les bureaux Business France. Il y a des opérations collectives qui sont organisées. Je pense que Sarah, Laure et Michael ont parlé pas mal aussi de s'appuyer notamment sur la filière sel, sur notamment tout le réseau de la gastronomie française. Je sais qu'on organise notamment des dégustations. Alors, il me semble qu'il y en a une en fin d'année au Japon, si je ne me trompe pas. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, il y a beaucoup de solutions que tout le monde souhaite mettre en musique pour vous aider. Il ne faut pas hésiter à vous appuyer donc, sur chacun d'entre nous pour porter vos produits à se développer dans le monde en tout cas. Voilà, merci beaucoup encore et je vous dis à très bientôt alors. Merci à tous et encore une fois, n'hésitez pas à porter les valeurs de notre belle région et de son bon sel. Je crois qu'une fois qu'on a goûté à la fleur de sel, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il faut vraiment travailler sur cette image et continuer à valoriser nos productions locales. Merci, à bientôt.